Devoir.fr. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Géraldine Vosner du Point et Jean-Marie Colombani qui sont déjà en grande discussion. Jean-Marie Colombani que vous retrouverez demain à 8h pour l'émission Commentaire avec Jean-Claude Casanova. Merci à tous les deux d'être là en ce vendredi matin. On va commencer par l'Ukraine qui est prête à accepter une zone démilitarisée dans le Donbass. C'est une concession majeure accordée aux États-Unis et à la Russie. Est-ce un tournant, Jean-Marie ? En tout cas, c'est une indication de la bonne volonté du gouvernement ukrainien. Le seul problème avec ces zones dites démilitarisées, que donc l'Ukraine accepte dans son principe, c'est qu'il faudrait que ce soit aussi appliqué à la Russie. Et dans l'esprit de Donald Trump, non, ça ne s'applique pas à la Russie, c'est tout le problème. Et donc on veut bien une zone démilitarisée, mais démilitarisée de l'armée ukrainienne exclusivement. Donc on voit que c'est encore... le chemin est encore long. Alors malgré l'agacement proclamé de Donald Trump qui s'impatiente, on comprend pourquoi il s'impatiente, parce que ce que réaffirme le Wall Street Journal, c'est que dans le projet de paix, entre guillemets, américain, il y a une annexe. Et cette annexe est abondante dans la liste des opérations financières que les États-Unis promettent à la Russie, c'est-à-dire des investissements massifs d'entreprises américaines en Russie et une utilisation des avoirs gelés de la Russie pour les investissements en Russie. Donc il y a une partie business qui est évidemment essentielle pour Donald Trump et on comprend qu'il trépigne dans l'attente de voir se réaliser cette partie-là du projet qu'il a proposé. Géraldine Vosner, on a le sentiment que Trump est déjà en train de raccommoder, recomposer commercialement, financièrement tout ce que la Russie a pu perdre en 3 ans d'intérêt économique en se mettant au banc de l'Europe et de l'Occident. Il est clair qu'il veut renouer en fait ce gros bloc culturel occidental et chrétien qu'il imagine. Donc pour lui, demain la collaboration États-Unis et même avec l'Europe et la Russie est quasiment naturelle. Cela dit, pour revenir à l'Ukraine, c'est quand même un tournant dans le sens où c'est la première fois que l'Ukraine montre un signe qu'elle est prête à en rabattre sur cette ligne rouge qui était la question des territoires. Il reste pas évident du tout que ce soit accepté par les camps opposés, parce qu'effectivement, ce serait une zone démilitarisée relativement profonde, d'après ce qu'on comprend, gelée, que l'Ukraine voudrait qu'il y ait bien sûr une force internationale dans cette zone pour vérifier l'application de la démilitarisation, éventuellement que ce soit les Américains, et il reste beaucoup de détails à mettre en place. D'autant plus que Zelensky dit, pour faire passer ça à son peuple qui risque de pas être d'accord, que ce serait soumis à un référendum. Il ne veut pas prendre sur lui d'abandonner quasi 20% de son des terres qui ne sont pas encore conquises. Et il renvoie à l'expéditeur la demande d'élection, puisqu'il dit oui. Pour faire des concessions territoriales, il faut des élections, ou un référendum, ou des élections, ce qui est une manière aussi de renvoyer c'est la réponse du berger à la bergère, d'une certaine façon. L'idée de départ, c'était quand même que la ligne de front actuelle devienne une ligne de démarcation, un petit peu comme ce qui s'est passé en Corée d'ailleurs, de part et d'autre du 35e parallèle, ou 30... Je ne sais plus, ou 36e. Là, vous êtes dur avec moi, là, Jean-Marie Colombani, c'est vendredi, ne l'oubliez pas. Donc, de part et d'autre de cette ligne de front, une ligne de démarcation qui pourrait alors durer le temps que durerait, au fond, le régime de Vladimir Poutine, en attendant qu'en Russie, il y ait des gens plus raisonnables. Zelensky a 2 questions essentielles qui restent à négocier. C'est le contrôle de la région orientale de Donetsk, où se déroule l'essentiel des combats, et puis le statut de la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par Moscou dans le sud de l'Ukraine. Ce sont 2 points sensibles, Géraldine. Naturellement sensibles, mais Zaporijjia a été occupé par Moscou sous contrôle également de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais ça pose toute la question demain de qui mettra la main sur les ressources. On a entendu parler des velléités de Donald Trump de profiter de ces installations pour lancer un certain nombre d'infrastructures de développement. Il y avait déjà eu une concession majeure
des Ukrainiens vis-à-vis de Donald Trump lorsqu'ils ont négocié l'exploitation des terres rares ukrainiennes au bénéfice des États-Unis. Alors au départ, quand cette concession avait été faite, on s'était dit voilà qui va ancrer au fond l'axe entre Trump et l'Ukraine. Pas du tout. Trump est passé aussitôt à autre chose, ayant empoché son bénéfice. Donc c'est extrêmement difficile, en effet, quand on est ukrainien, d'essayer de sortir de cette nasse. Un mot, c'est le 38e parallèle, je viens de vérifier. Merci, David. Qu'on le sache. Voilà. Géraldine ? Non, j'ai ajouté que la question nucléaire va être aussi importante parce que tout le parc ukrainien, enfin ça fait la richesse du pays quand même, l'énergie pour la reconstruction, ça va être fondamental. Or, ce sont des centrales de technologie russes qui ont toujours été... donc la bascule va-t-elle pouvoir se faire vers une technologie qui sera américaine ? On va pas rêver, ce sera pas l'Europe ni la France qui arrivera à vendre ces réacteurs. Toutes ces questions-là ne sont pas résolu et ça va être bien sûr l'objet de batailles commerciales et économiques très dures. Question à tous les deux. Trump est persuadé, je pense, de bonne foi, puisque ça fait quand même 40 à 50 ans qu'il est sur cette ligne-là, que la prospérité économique amène la paix et qu'en faisant du business avec la Russie, avec l'Ukraine, les choses se calmeront. Est-il dans l'erreur ? Est-ce qu'il mésestime, sous-estime la volonté politique de Poutine, sa volonté culturelle également à Vladimir Poutine ? Je pense qu'il sous-estime la volonté de Poutine au fond, d'effacer ce qui a été la grande victoire occidentale et américaine au moment de la chute du mur, puisque ça a rendu leur liberté à tous les pays qui formaient ce glacis de protection de l'Union soviétique. Et au fond, la nostalgie et la stratégie de Poutine, c'est de reconstituer cela. Donc d'effacer au fond ce qui a été en effet le grand apport à l'histoire mondiale d'un président comme Ronald Reagan. C'est en cela que Donald Trump est d'une certaine façon un président dont les États-Unis auraient intérêt à mettre de côté, parce qu'il est en train de défaire ce qui a été fondamental dans la fin de la guerre froide. Géraldine Vosner, dans une excellente émission de Radio Classique la semaine dernière, on a entendu Françoise Thom, c'est ça, l'historienne, expliquer que finalement c'était pas la première fois que les États-Unis abandonnaient une partie de l'Europe ou s'apprêtaient à abandonner une partie de l'Europe à la Russie. Elle citait les accords de Yalta ou Roosevelt, que nous adorons en Europe. Qui était bien malade. Roosevelt, très malade, n'a pas eu la volonté, l'énergie de sauver les démocraties, qui allaient devenir les démocraties populaires, de l'appétit de Staline. Oui, beaucoup de commentateurs aujourd'hui comparent la période actuelle avec celle-ci. Je ne sais pas si on est tout à fait dans la bonne analyse. Le document de stratégie nationale qu'a diffusé la semaine dernière la Maison-Blanche est à double lecture. Donald Trump y dit quelques réalités, notamment que l'Europe est faible, que sa part dans le PIB mondial s'est effondrée. Il a raison. Il constate ce que constatait déjà Raymond Aron dans les années 80, l'Europe se suscite par dénatalité, et il semble dire, tout en méprisant l'Europe, mais vous êtes nos alliés, parce qu'il dit aussi, on a besoin de vous économiquement, l'Europe est aussi un des piliers économiques des États-Unis, et on voit difficilement comment il pourra soutenir la croissance de ce très grand pays, le plus grand du monde de Donald Trump, sans avoir un marché prospère de 450 millions d'habitants. Donc effectivement, il y a cette volonté de renouer avec la Russie pour trouver des débouchés économiques, mais pour l'instant, moi je ne vois pas encore... ou alors on peut parler de protectorat, mais tout est teinté de mépris. La notion d'alliance est totalement étrangère à Donald Trump. C'est une alliance, c'est une alliance asymétrique. C'est un problème de vassalisation et pas d'alliance. Mes amis, pas se tromper sur l'analyse. On en saura plus sur l'avenir, j'imagine, dans les jours qui viennent, mais ce conflit peut durer. On va revenir en France avec ces agriculteurs qui se mobilisent en Ariège pour empêcher l'abattage de leurs troupeaux menacés par la dermatose des bovins. Est-ce que vous comprenez l'un et l'autre la révolte de ces éleveurs, malgré les mises en garde des vétérinaires qui disent s'il y a un risque de contagion, il faut sacrifier un troupeau? C'est-à-dire, on le comprend sur le plan sentimental, parce que c'est vrai que quand on est à la tête d'une petite exploitation, qu'il y a, 20 ou 30 vaches et qu'elles doivent être
éliminer, évidemment, ça fait... C'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur, c'est le travail de toute une vie, etc. En revanche, sur le plan de l'intérêt général, la technique qui consiste à justement éradiquer des épidémies qui ravagent autrement les troupeaux et qui a fait qui a apporté la preuve que c'est comme cela qu'on lutte contre ces maladies. Donc, je ne vois pas comment on peut y échapper. Géraldine, face à la menace de cette maladie, il n'y a pas 36 solutions. Abattre les troupeaux susceptibles d'avoir contracté le virus, isoler les troupeaux sains et les vacciner. Malgré ça, ça fait des semaines, ça date pas d'hier, que les théories complotistes circulent comme elles avaient circulé au temps du Covid. Vous avez d'ailleurs les mêmes acteurs qui ont sauté sur cette affaire pour en faire leur petite soupe politique. C'est d'ailleurs consternant. On attend un nombre de fausses informations complètement fous, alors que cette stratégie, celle de la France, et pour l'instant, l'Italie et l'Espagne, qui sont touchées aussi, ont rigoureusement la même stratégie. On abat les troupeaux détectés et on vaccine autour. Elle est logique économiquement. On a quand même abattu en France aujourd'hui que 3000 bêtes sur un cheptel de 17 millions. Et comme la maladie, elle est transmise par les tans, les mouches, sur 2 à 3 kilomètres, économiquement, aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens de vacciner l'ensemble du troupeau. Ça viendra peut-être si la maladie se répand, mais c'est pas le cas pour l'instant. Donc cette stratégie est intelligente et il est vraiment désastreux de voir toutes les politiques, les complotistes qui quand même sont en train de nous expliquer que c'est une volonté de tuer tout le cheptel pour faire place à la viande du Brésil avec le Mercosur. Enfin, c'est complètement délirant. Mes amis, c'est la fin. Nous allons nous séparer, et puisque nous évoquions les États-Unis tout à l'heure, je vous propose de nous séparer avec un titre intitulé New York Herald Tribune. C'est la musique d'À bout de souffle, évidemment, de Godard, composée par Martial Solal, décédé il y a 1 an exactement, c'était un 12 décembre, musique enchanteresse.